Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Perron. Bonjour Héloïse. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de commencer cette discussion-là, je voudrais juste prendre un petit moment pour remercier les gens, premièrement, d'être là et remercier mon nouveau partenaire qui est NordVPN. Donc, cette conversation-là qu'on aura est présentée par NordVPN. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un VPN, je vous recommande vivement de vous informer. Ça protège votre vie privée. Et aussi, en prenant un VPN, vous allez supporter ma chaîne si vous allez à mon code promo. Donc, l'adresse, c'est nordvpn.com// Hello veut savoir sans accent. Et moi, je suis contente de m'associer avec eux parce qu'ils protègent beaucoup la liberté d'expression. Et vous savez que c'est une valeur qui est importante pour moi. D'ailleurs, je suis en train de terminer mon congé de maternité. Il y a un an, je recevais professeur Perron, un an presque jour pour jour, c'était au mois de novembre. On avait une discussion concernant l'actualité qui vous touchait à ce moment-là, qui était le fait que la Chambre disciplinaire de première instance de l'Île-de-France vous avait blanchi concernant des plaintes que vous aviez reçues de collègues médecins. Vous avez été blanchi sur toute la ligne. C'était une très, très bonne nouvelle, une belle victoire pour tous ceux qui ont été un contre-narratif pendant la pandémie. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes infectiologue. On vous a beaucoup connu parce que vous avez pris position. On vous connaissait déjà avant. C'est pas votre premier combat. Aujourd'hui, la raison pour laquelle on se parle, c'est parce que vous avez porté plainte contre le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, en France, concernant le fait, ses propos outrageusement mensongers où il a dit que le vaccin n'avait aucun effet secondaire. C'est assez spécial d'entendre ça en 2023. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de porter plainte? Alors, déjà, les ministres de la Santé précédents disaient pas toujours la vérité, mais ils étaient peut-être plus prudents dans leur communication. Et là, Aurélien Rousseau, qui est peut-être un peu naïf, qui n'est pas du tout médecin, qu'on a parachuté là, balance comme ça dans les médias, il y a aucun effet secondaire des vaccins. Et là, ça m'a fait sauter de ma chaise. Et j'ai porté plainte avec Xavier Zalbert, qui est le directeur de la publication de OK. François. Il a pas publié en tant que François, il a publié à titre individuel, puisque Xavier est président d'une association Bon Sens. Moi, je suis vice-président. C'est une association qu'on avait créée ensemble, qui a beaucoup de succès en France, qui a de plus en plus de soutien. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui soutiennent Bon Sens en France. C'est une association pour justement remettre le bon sens dans ce monde qui est devenu complètement fou. Alors, quand j'ai entendu Aurélien Rousseau, parce que je pense qu'en France, ils ont peut-être au Québec, c'est pareil, ils ont des millions de doses dans les armoires frigorifiques dont ils ne savent pas quoi faire, Ouais. qu'ils ont payé à coups de milliards. Et il faut absolument s'en débarrasser parce qu'elles vont être périmées prochainement. Et il fallait lancer une grande campagne de vaccination, que tout le monde devait se faire inoculer avec ces produits. Je le rappelle, j'ai toujours dit depuis le début, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des substances expérimentales qui n'auraient jamais eu, selon la loi, avoir un droit d'être Distribution. en plus sans consentement éclairé. Donc ça, c'est quelque chose il faudra que tous ces gens-là en rendent compte un jour devant les tribunaux parce que c'est tellement hallucinant que c'est pu être possible on se demande comment même ça a pu être possible. Voilà. Quand j'ai Mhm. entendu dire aucun effet secondaire, alors que même les bases de données officielles en France, l'Agence nationale, la NSM, qui est l'Agence des médicaments, à l'Europe, l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, que ce soit en France, il y a Eudravigilance, aux États-Unis, il y a VAERS, etc. Il y a beaucoup d'agences et même reconnaissance par les services publics en France qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Il y a des gens maintenant qui annoncent des milliers de morts en France, en Europe, en Amérique du Nord. Si on cumule tous les pays, ça peut être des dizaines de milliers. Même certains affirment, je n'ai pas encore vérifié tout ça, que ça peut atteindre plusieurs millions de morts dans le monde du fait de l'inoculation d'un produit expérimental. Et maintenant, on le sait tous, même Olivier Véran ou d'autres le savaient déjà quand il était ministre. Delfrézy aussi même avait reconnu que donc il y a eu des politiques en France qui ont reconnu, ils ont fait un mea culpa, ils ont reconnu qu'ils avaient été trop loin. Bien sûr. Et vous vous souvenez, là, c'était une des dirigeantes de Pfizer qui avait été interrogée en audition officielle au Parlement européen, qui avait reconnu
qu'ils n'avaient jamais fait d'études sur la transmission, qu'il n'y avait aucune donnée. Et pourtant, à l'époque, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé, on a la preuve que ça marche sur la transmission. Il y a eu ce qu'on appelle en France les médecins de plateau, c'est ces médecins qui allaient sur les plateaux de télévision tous les jours pour dire, il y en a qui ont dit il y a 2 ans, il y a l'année dernière, on a la preuve que ce vaccin protège à 95% pour la transmission. Alors tout ça, ça reposait sur du vent. Ouais, oui. Moi, je l'ai dénoncé à l'époque, on m'a traité de complotiste, mais je suis fier de l'avoir dit. Et quand j'ai vu le ministre aujourd'hui qui annonce des contre-vérités pareilles, avec Xavier, on a dit c'est pas possible, on a porté plainte. Alors on pouvait pas porter plainte dans une juridiction, je dirais, standard, parce que Aurélien Rousseau est ministre, donc la seule façon de porter plainte, c'est la Cour de justice de la République. Ça représente quoi, en fait? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, il y a aucune chance, sont achetés. Je ne fais pas beaucoup d'illusions parce que moi, j'ai été auditionné 2 fois par cette cour il y a 2 ans à peu près, quand il y avait une plainte contre Agnès Buzyn, contre Édouard Philippe. Agnès Buzyn était ministre de la Santé en France. Édouard Philippe était Premier ministre. Ouais, des ministres avaient été avaient été accusés, il y avait des plaintes. Et la Cour m'avait auditionné. Alors je dis, tiens, c'est important cette Cour de justice de la République, mais en fait, en creusant un peu, même aujourd'hui, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'avenir de notre plainte, car cette Cour de justice a été mise en place par Balladur, qui a été Premier ministre en France il y a quelques années, pour protéger tous les politiciens qui étaient attaqués en justice. Moi, je l'ai compris comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par cette cour, donc on le fait, mais on se fait d'illusions. Moi, je pense qu'on sera rebooté à quasiment 100%. OK, mais, donc vous le faites pour le principe seulement. Les magistrats sont des magistrats très compétents qui sont dans cette cour, mais quelquefois, ils sont un peu sous influence. Et surtout, même s'ils acceptent la plainte, si elle allait jusqu'au bout, jusqu'à une condamnation ou une possibilité de condamnation, le jury final est composé en très grande majorité de parlementaires. OK. Je crois je ne sais plus le chiffre exact, mais ça peut être 4 ou 5 magistrats pour une douzaine de parlementaires. Okay. Et les parlementaires, ils se tiennent tous par la barbichette parce qu'ils ne vont pas aller attaquer leurs copains. C'est comme une fraternité, ils se défendent entre eux. Voilà. Et donc, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur le résultat de notre plainte. Mais je suis content de l'avoir fait parce que d'abord, ça fait du buzz dans les médias. Et surtout, ce qui était très important, c'est qu'au début, on était tous les deux, Xavier Azalbert, Christian Perron, à porter plainte. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu 6 associations qui ont porté plainte avec nous. Il y avait Où est mon cycle, les femmes de l'oreille qui sont devenues stériles. Il y a eu Verity France qui est qui est un groupe de personnes qui ont été victimes du vaccin. Il y a eu plusieurs groupes sur la santé. Il y a même eu je ne sais plus le titre exact, mais enfin, c'est les représentants des navigants libres français. C'est-à-dire que les navigants, ce sont les pilotes, les stewards, les hôtesses de l'air qui ont eu des accidents. Vous en avez beaucoup parlé de ça, que ça avait été vraiment un problème. Qui sont morts en vol ou qui ont eu des accidents cardiaques en vol, accidents vasculaires cérébraux, infarctus. Si vous vous souvenez, vous vous souvenez pas parce que ça n'a pas été dit publiquement dans les grands médias, mais il y a des pilotes qui étaient en train de faire un infarctus en plein vol, dans un vol Paris-New York. Et, on disait, l'hôtesse disait comme ça gentiment au micro pour les passagers, vous inquiétez pas, ils venaient juste de décoller de Paris. Hein. On est obligé de se poser à Brest pour un accident. Vous l'avez su comment, ça? Pour un petit incident technique. En fait, c'était le pilote qui était massé, un massage cardiaque dans le cockpit. Donc, tout ça, moi, j'ai discuté avec plusieurs pilotes, même quand j'étais, parce que, si vous vous souvenez, j'étais allé à Montréal l'année dernière. Oui, en mai. J'avais fait une communication devant mes amis québécois. Et quand je suis revenu dans un vol Air France, l'hôtesse m'avait reconnu. Justement, ça fait plusieurs fois que les hôtesses d'Air France dans plusieurs vols me reconnaissent parce que je les ai défendus.
On m'avait dit, vous savez, la semaine dernière, justement, un vol Paris-New York a été détourné sur Brest parce que le pilote était en train de passer l'arme à gauche et qu'on faisait croire que c'était un incident technique. Donc tout ça, Wow. les pilotes sont révoltés. Tous les navigants, que ce soit les stewards, les hôtesses de l'air, sont révoltés. C'est pas qu'en France, aux États-Unis, il y a des grandes compagnies américaines, des pilotes d'American Airlines et tout ça qui ont aussi fait des plaintes en justice. OK, donc ils se sont fait entendre publiquement, là. Ça a été entendu. C'est important que ils se sont joints à notre plainte. Voilà. Alors maintenant, Donc, c'est pas des légendes urbaines, là, ce que vous rapportez. C'est vraiment, il y a des témoignages de première main de gens qui. de toute façon, tout ce que j'ai dit, je suis très fier de tout ce que j'ai dit depuis le début parce que moi, je suis monté au combat dès mars 2020 quand il y a eu les premiers passages médiatiques sur l'arrivée du soi-disant virus terrible qui allait tuer tout le monde en France. Ouais. Et je n'ai jamais changé de discours depuis mars 2020. Alors, ça, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, mais je n'ai jamais changé de discours. Donc, au départ, quand vous avez pris parole en mars 2020, c'était pas par rapport à l'injection que vous aviez des doutes, c'était par rapport C'était quoi qui vous a fait parler la première fois? La gestion de la pandémie, parce que d'abord, moi, le masque, j'ai jamais été anti-masque. Le masque est très utile si on est dans une pièce porte fermée, que ce soit à l'hôpital, à la maison, avec un malade qui tousse, qui crache. Le masque va réduire un petit peu le risque de prendre dans la figure trop de particules virales. Donc, mais masque, c'est très minime quand même. On est d'accord que c'est pas 100%, mais c'est utile dans certaines conditions, ouais. sur prescription médicale, dans un contact. Mais le masque en population générale, quand on a vu des gendarmes avec des jumelles qui repéraient un couple avec leur chien sur la plage où il n'y avait personne à 100 mètres à la ronde, et ils venaient pour leur donner des amendes. Récemment, je suis allé en Martinique. J'étais invité par le bâtonnier de la Martinique que je salue. C'est le chef des avocats de la Martinique, Maître Germani. Quand je suis allé là-bas, il y a des Martiniquais qui m'ont dit qu'ils se baignaient en bas de leur maison sur leur propriété privée. Il n'y avait personne à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Ils allaient juste faire une petite brasse dans l'eau pendant 5 minutes et des hélicoptères venaient pour les. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on est tombé dans un délire total. Donc, déjà, le masque, en plus, le confinement de la population, confiner toute une population, c'est un non-sens qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Ouais. Quand il y a une épidémie, on isole les malades et on les traite. En plus, on avait des traitements qui marchaient. Maintenant, on sait que l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, plus le zinc, la vitamine D, maintenant, il y a des centaines de publications qui prouvent que ça marche. Donc, si les gens continuent à dire que c'est des fake news ou des infos… Mais les gens continuent de le dire. En fait, moi, ce que je reste… Au Québec, c'est particulier. Là, on appelle le dôme, mais au Québec, on est comme dans une petite bulle, puis on dirait qu'on n'arrive pas à prendre le pouls de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais au Québec, les gens continuent de penser que l'hydroxychloroquine, c'est la pire chose qu'on peut prendre. Ivermectine, le discours ne change pas, le narratif ne change pas. Est-ce qu'en France, ça change? Il y a des publications qui le prouvent. Et en plus, pour l'ivermectine, ça m'avait fait rigoler parce que, comme il s'appelle, je crois que c'est Andrew Hill, un professeur de l'université, je crois que c'est de Liverpool, c'est de mémoire, hein. Je peux me tromper, mais c'est une université anglaise, qui travaillait pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les vaccins. Moi, je crois que j'avais dîné une fois avec lui il y a longtemps quand j'étais à l'OMS, donc je me souviens de lui. Et ce monsieur a été financé par l'OMS et l'université de Liverpool, qui a aussi été financée beaucoup par, je pense, par notre ami Bill Gates, avait été chargé de faire une étude globale pour voir si vraiment l'ivermectine marchait. Donc, il a analysé toutes les… Et alors, il était financé plutôt pour dire que ça ne marchait pas. Et puis lui, c'était un brave gars. Au départ, il dit oh, c'est génial, l'ivermectine, ça marche du feu de Dieu. Il commence à en parler sur les médias. Alors là, il est convoqué au NIH, National Institute for Health aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est Fauci lui-même ou un de ses acolytes qui l'a reçu. On a dû lui dire, écoute, mon petit gars, arrête de dire ça. Il est rentré en Angleterre, il est reparti dans les médias. Il a dit, oh non, finalement, je me suis un petit peu hâté dans mes conclusions. Les études sur lesquelles je me suis basé ne sont pas si bonnes que ça. On ne peut pas dire que ça marche. Alors, il a changé son fusil d'épaule. Il a publié les mêmes données en disant les choses inverses. Alors là,
j'étais un peu estomaqué. Alors, ce qui était très drôle, c'est qu'une chercheuse anglaise, Tess Lawrie, que j'ai rencontrée depuis dans une réunion internationale, qui est une femme très bien, le connaissait Andrew Hill. Et un jour, elle l'appelle, écoutez, Andrew, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez retourné votre veste. Elle l'a un peu piégé parce qu'elle a fait organiser une visioconférence avec lui, mais elle lui avait pas dit qu'elle avait enregistré ses propos. C'est pas légal de faire ça? Bah, tout ça, c'est public, en tout cas. Hein. Ok. Ce que je dis, c'est que c'est sur le domaine public. Ok. Elle dit, écoutez, Andrew, pourquoi vous avez changé vos conclusions? Il dit, ah, ben écoutez, je suis embêté, j'ai une dépression, je peux pas dire ça comme ça, etc. Et puis après, elle lui a dit, mais vous vous rendez compte de la gravité? Parce qu'elle lui demandait, mais vous savez combien il y a de morts dans le monde tous les jours du Covid? À l'époque, il y avait beaucoup de morts parce qu'ils n'étaient pas soignés par l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Je ne sais plus le chiffre exact, mais un chiffre très élevé. Et il dit, oui, oui, mais je sais, je suis embêté, mais je ne pouvais pas faire autrement. Vous voyez, le gars, il avoue. Et à un moment donné, Tess Lawrie, il demande, écoutez, Andrew, qui vous a fait changer d'avis comme ça? Quelle pression vous avez subie? Alors, je ne sais pas s'il en avait cité plusieurs, mais en tout cas, il avait cité le professeur Dominique Costagliola, qui est une professeure française qui s'occupait de la méthodologie pour toutes les études cliniques en France sur le sida. Ah oui, ok. Travaillant à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc, cette femme, apparemment, qui aussi avait attaqué mon étude sur l'hydroxychloroquine quand je travaillais encore à l'hôpital de Garches, lui avait demandé de changer ses conclusions. Donc tout ça, c'est public, vous pouvez le trouver dans le domaine public, donc c'est pour ça que je ne lance pas de scoop. Ouais. Mais c'est pour dire qu'il y a eu des manipulations éhontées pour faire... Alors, vous savez, il y avait des communiqués internationaux qui disaient l'ivermectine, c'est un médicament pour les animaux, pour les vaches, ou je ne sais pas quoi. Pour les chevaux, je ne sais pas quoi, ouais. Et en fait, l'ivermectine, des centaines de millions de gens l'ont reçu dans le monde pendant des années. Ça a permis d'éradiquer des parasitoses en Amérique, pas trop en Amérique, pardon, en Asie, en Afrique. C'était beaucoup utilisé de façon massive, sans aucun effet secondaire méchant déclaré, avec une efficacité fantastique. Donc, il y a en fait, tout ça, c'est des... Ils ne voulaient surtout pas qu'on reconnaisse qu'il y a un médicament qui marche, que ce soit l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. Parce qu'il y avait un vaccin qui s'en venait. Sinon, ils n'auraient pas pu mettre sur le marché, même de façon totalement illégale, leur substance qu'ils ont appelée vaccin. Pour moi, le plus grand scandale de cette épidémie, c'est qu'on ait osé appeler vaccin des structures, des produits expérimentaux qui n'ont jamais été des vaccins. D'ailleurs, le résultat a montré que c'est une catastrophe parce que ça ne marchait ni sur la transmission, ni sur la protection des formes graves, contrairement à ce que certains continuent à dire. Parce qu'on a toutes les preuves. Et là, il faut rendre hommage à l'Agence anglaise de santé publique, qui était une des rares agences dans le monde à communiquer les résultats de la mortalité en fonction du statut vaccinal. Et là, on s'aperçoit que, et je l'avais déjà dit à la télévision, ce qui m'avait valu des ennuis avec le Conseil de l'Ordre, déjà ça fait presque 2 ans, quand l'Agence anglaise de santé publique avait dit à l'époque, déjà, hein, c'était il y a longtemps, si quelqu'un a reçu l'inoculation dite vaccinale, s'il rencontre par hasard le virus qui fait une forme sévère, il a 4 fois plus de chances de mourir s'il est vacciné que s'il n'est pas vacciné. Je l'avais dit publiquement, d'ailleurs personne ne m'a démenti sur mes chiffres. Et là, de nouveau, tout récemment, les données de l'Agence anglaise de santé publique montrent que les vaccinés meurent beaucoup plus que les non-vaccinés. Alors des gens disent oui, mais c'est parce que tout le monde est vacciné, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas vacciné, puis c'est une étude comparative. Donc il n'y a pas photo. Tout ce qu'on nous a raconté sur ces soi-disant vaccins, c'est du blabla. Mais on continue, c'est ça qui m'impressionne. Comme là, on revient à votre plainte, comment il s'appelle, Aurélien Housseau, a été de dire, je vais le citer là, parce que j'ai pas l'extrait, mais il a dit textuellement, le vaccin est plus efficace que l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches. On a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effets secondaires. Mais comment on peut être en position d'être le ministre de la Santé puis même pas avoir entendu ne serait-ce qu'un seul témoignage? Si la France était une vraie démocratie, ce monsieur qui se dit ministre de la Santé devrait plus être ministre de la Santé pour dire des choses pareilles, puisqu'il a dit le nouveau vaccin est adapté à tous les variants récents, c'est tout adapté. Or, ce vaccin,
est toujours basé sur la première souche Omicron qui est déjà vieille, C'est complètement muté maintenant. d'un an et demi, et les nouveaux variants dérivés d'Omicron maintenant ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, il a raconté n'importe quoi. Ce vaccin n'est pas du tout à jour sur les variants récents. Non, puis ça c'est un fait. Il n'est pas à jour. Il n'y a aucune version de vaccin. Donc, ce monsieur se dit encore ministre de la Santé. Normalement, il ne devrait plus être ministre de la Santé aujourd'hui. D'abord, il n'est pas médecin, il était professeur d'histoire-géographie. Oui, j'ai vu. Oui, c'est spécial. C'est bizarre. Pourquoi Vraiment? il dit on se pose des questions. Enfin bon, c'est ahurissant de voir comment des gens qui sont en poste d'autorité n'ont pas les compétences pour faire leur métier. Compétences et peuvent désinformer la population. Et c'est pour ça que nous avons porté plainte. Puis pourquoi vous l'avez fait avec Xavier Azalbert de François? Xavier Azalbert, au début de la pandémie, moi j'étais encore un peu isolé, c'était mars, avril, mai 2020. J'étais un des rares en France en tant que médecin à m'exprimer dans les médias. À l'époque, j'étais invité dans tous les médias de grand chemin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. En France, on a ça s'appelait le CSA, la commission de surveillance de l'audiovisuel, un truc comme ça, qui est devenu l'ARCOM. Ça a changé de nom récemment. Mais maintenant, ils ont donné l'ordre à tous les médias de ne plus m'inviter. Même après le rendement, quand la chambre disciplinaire vous a donné raison, ça n'a pas changé? Non. Et puis, les rares médias qui m'ont invité ont même des sanctions financières. Donc, wow. Ah oui, moi, je suis le diable. Bon, vous êtes un indésirable. Voilà. Pourquoi Xavier Azalbert? C'est que c'était au début, moi j'étais un peu isolé. Et un jour, Xavier, que je ne connaissais pas, m'avait contacté en disant voilà, je suis directeur de la rédaction de François, je suis tout ce que vous faites. On avait déjeuné ensemble un jour et j'avais admiré tous les articles qu'il faisait sur François. Si vous regardez ce qu'a fait François depuis le début, c'est absolument colossal. Ouais. Xavier a fait un travail fantastique. D'abord, il parle parfaitement anglais, aussi portugais. Il a pu faire des entrevues avec des chercheurs dans le monde entier. C'est le seul à chaque fois qui a apporté l'éclairage, la vérité sur beaucoup de sujets. Ouais. Et quand je l'avais rencontré, j'étais impressionné. Je lui ai dit, Xavier, c'est incroyable parce que vous êtes le premier journaliste qui dit des faits éclairés. Et ça m'étonne parce que tous les journalistes racontent des sornettes. Il a dit oui, parce que c'est normal, parce qu'à la base, je ne suis pas journaliste. Lui, il a fait des études de mathématiques, de statistiques, etc. Donc, c'est le roi de la statistique. Il est capable de démonter une étude clinique ou avec des soi-disant programmes statistiques très sophistiqués. Puis, il est incroyable parce qu'il est capable de tout démonter. Et surtout, il est fidèle à ce qu'on appelle la charte de Munich. La charte de Munich, c'est celle qui gère, je dirais, l'éthique des journalistes, qui doivent vérifier leurs sources, s'ils ne sont pas sûrs de donner un débat contradictoire. Moi, en France, on ne m'a jamais autorisé un débat contradictoire. Même le professeur Jean-François Delfrécy, qui était le président du conseil scientifique à l'Élysée pendant des années, Macron a supprimé le conseil scientifique, peut-être qu'il trouvait qu'il allait plus trop dans son sens. En juillet 2000, alors là on est en 2023, c'est en juillet 2022. Même Delfrécy en partant, ça m'avait impressionné. Moi, je le connaissais bien, je l'ai connu interne en 1978, il y a longtemps. 1978, pardon. Encore plus loin. Ça ne me rajeunit pas pour ce professeur Perron. Et Delfrécy, qui en partant, a dit finalement, toutes les mesures qu'on a prises, si on regarde, l'impact a été quasi nul. On n'a pas choisi le bon candidat vaccin, ça n'a pas marché. On n'aurait jamais dû faire le confinement parce que ça. Et surtout prendre des mesures contre la population. On aurait dû écouter la population. Tout ça, il avait dit en partant de l'Élysée en 2022. Et maintenant, il est revenu dans les médias, quelquefois un peu ambigu, parce que maintenant, il dit que le confinement a été très utile à sauver des centaines de milliers de gens, alors que toutes les preuves scientifiques montrent que le confinement a plutôt aggravé les choses plutôt que marché. Oui. Enfin, ceci dit, il commence à dire dans les médias que le ministre Véran était parfaitement au courant depuis très longtemps que le vaccin n'avait aucun impact sur la transmission. Ah oui.
Véran a continué à dire dans les médias que ça avait un impact sur la transmission, etc. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est un mot peut-être un peu violent pour les gens qui ont souffert de tout ça, mais en tout cas, ce qui me réjouit de façon favorable, je dirais, c'est qu'ils sont tous en train de s'entre-déchirer. Parce que en France, il y a donc Delfrécy, qui est président du conseil scientifique, a écrit un livre qui vient d'être publié. Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, vient d'écrire un livre. Agnès Buzyn, la ministre précédente, a écrit un livre. Agnès Buzyn qui dit d'ailleurs que finalement, Delfrécy, c'était un médecin mondain qui connaissait que le sida, donc il commence à s'attaquer un peu. Ah oui, ok. Il y a Édouard Philippe, qui était le Premier ministre, qui écrivait un livre. Et quand on regarde tous ces livres, ils s'attaquent tous. C'est-à-dire que les politiciens disent « Ah ben, nous, on n'était pas compétents, on ne savait pas quoi faire, on s'est reposé sur l'avis des experts. » Les experts comme Delfrécy disent « Ah ben, nous, on a donné un avis qui était un peu difficile à prendre, on ne savait pas tout. » D'ailleurs, il n'arrête pas de dire « On ne savait pas tout à l'époque, on s'est trompé. » Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. C'est très grave. Mais finalement, ce n'est pas nous les responsables, puisque c'est les politiciens qui ont pris leurs décisions. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça me fait beaucoup rire, même si c'est très triste, c'est qu'ils sont en train de tous se renvoyer la responsabilité. Oui, c'est ça, ils s'attaquent entre eux. Et ils sont très mal, en fait. Je pense qu'ils sont dos au mur. Ils voient, en plus, tous les scandales explosent dans le monde entier. L'affaire scandaleuse des SMS de Ursula von der Leyen avec son ami Bourla, le PDG d'une grande boîte fabriquant les vaccins ARN messager, que là, on n'arrive toujours pas à voir, les scandales des contrats. Heureusement, l'Afrique du Sud a rendu public les contrats qu'ils avaient signés avec les laboratoires pharmaceutiques. Pourquoi la France, peut-être le Canada aussi, n'accepte pas de rendre public ces contrats? En fait, le manque de transparence laisse croire qu'ils ont quelque chose à cacher. Ce qui me fait beaucoup rire encore, quand je dis rire, je ris jaune, mais quand Emmanuel Macron, même avant sa première élection présidentielle, avait dit si je suis élu, je vais faire en sorte que la France soit un modèle de transparence. Et depuis qu'il est élu, tout est opaque. Ouais, mais c'est comme ça. En fait, c'est souvent, ils disent exactement le contraire de ce qu'ils font. C'est juste, c'est pour créer, c'est du gaslighting. La France, depuis des années, depuis qu'il y a Macron qui a pris ce prétexte d'une pandémie qui allait tuer tout le monde, alors que Pierre Chaillot, qui a repris toutes les données de l'Agence française de santé publique, etc., a montré qu'il y avait reçu Pierre Chaillot, d'ailleurs. Il n'y avait pas de surmortalité en France, sauf chez les personnes très à risque, les personnes très âgées qui avaient des grands diabètes, qui auraient pu être guéries et traitées par l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine. Ouais, en fait, c'est qu'on aurait pu stopper l'hémorragie tôt si on avait accepté de traiter avec ça, mais ce qu'on ressent avec le recul qu'on a, c'est qu'il y avait une intention de garder ça catastrophique pour arriver avec le Saint Graal, l'injection ARN messager, et dire que c'était la seule chose qui pouvait nous sortir de l'épidémie. Bien sûr, et on voit maintenant que cette injection, c'est dramatique. Énormément de femmes en France et dans le monde entier ont perdu leurs règles. Si vous regardez, c'est reconnu officiellement dans plusieurs pays, l'augmentation de la mortalité, et comme par hasard, la date correspond au début des campagnes dites vaccinales. En France, mais on n'a pas une étude qui corrobore sans l'ombre de tout doute que c'est vraiment le vaccin qui a créé ça. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'ils surfent là-dessus pour dire, parce que l'augmentation de la mortalité, elle est indéniable, et dans tous les pays qui ont vacciné massivement. Ils disent, ben non, mais il n'y a pas de preuve que c'est le vaccin, c'est le réchauffement climatique, c'est le stress. Il y avait même une étude publiée dans une revue internationale, publiée en anglais, une grande revue à comité de lecture, référencée sur PubMed, qui disait, ah oui, mais s'il y a plus de morts chez les inoculés, les vaccinés, c'est à cause du message anti-vaccinal des anti-vax sur Internet qui a généré beaucoup de stress. Et donc, les gens qui ont été inoculés ont été en état de stress et donc ont fait des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. C'était publié dans une revue internationale à comité de lecture. Bon, quand je vois ça,
risible. Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font pour blâmer n'importe qui sauf eux, en fait? Ils essaient de dire que c'est le réchauffement climatique, alors que Ouais. bon, on a eu 2-3 semaines un peu chaudes cet été, comme c'est arrivé d'autres années en France. On nous a fait croire qu'on allait mourir de la chaleur. Là, en ce moment, il fait froid, il pleut tout le temps. On nous annonce une grande tempête. Donc, tout ça, c'est du blabla Ouais, c'est ça. pour nous manipuler. C'est quoi vos attentes avec votre plainte? Parce que là, on parle de chiffres, on sait de plus en plus, on est capable d'avoir du recul, on peut plus dire on le savait pas, là, on le sait, on a quelque chose de tangible. En portant plainte, c'est quoi vos attentes? Vous dites que vous attendez pas vraiment grand-chose, de pas la gagner, mais c'est quoi vos attentes par rapport à ça? Non, sur la Cour de justice de la République, je vous ai expliqué le fonctionnement. J'attends pas grand-chose, mais au niveau de la population, au niveau de la prise de conscience des gens, on est en train de gagner beaucoup de terrain. Parce que Vous pensez? regarde, Oui? quand j'ai attaqué en justice Aurélien Rousseau pour lancer la grande campagne de vaccination, tous les Français, des personnes âgées, des personnes à risque, c'était il y a quelques semaines, sinon ils allaient tous mourir. Le résultat, c'est qu'il y a 0,5% des Français qui ont accepté une nouvelle inoculation. C'est la preuve que quand même, les Français se sont éveillés, Ouais. même les soignants, les médecins, les infirmières, on leur dit tous les jours. J'ai eu le témoignage récemment d'une jeune femme qui voulait être embauchée dans une maison de retraite, ce qu'on appelle EHPAD en France, mais je ne sais pas le nom au Québec, mais c'est C'est des CHSLD, ouais, c'est des résidences pour personnes âgées. âgée, parce qu'elle n'était pas, elle avait refusé l'inoculation, n'a pas été embauchée. Ça, c'est récent. Même si c'est pas dans la loi, si c'est pas obligatoire, il y a des établissements de santé qui continuent à véhiculer cette terreur et cette soi-disant obligation qui n'existe pas dans les faits. Voilà. Donc maintenant, je pense que 0,5% de taux de vaccination, le ministre ou tous ces chantres disent c'est une catastrophe, je m'en réjouis. La catastrophe, c'est qu'ils vont perdre les doses, en fait. On va sauver des milliers de vies en France parce que les gens se sont réveillés, ont compris qu'on les a manipulés, qu'on a voulu injecter de force. Je dis de force parce qu'il y a quand même une obligation, malgré ce que disent les autorités, on n'a jamais obligé, c'est se foutre de la gueule du monde. Oui, c'est ça. On avait un gun sur la tempe. En fait, c'était soit ça ou on perdait notre emploi. Ou... On a obligé les gendarmes, les militaires, même beaucoup de boîtes privées ont exigé de leurs employés qu'ils soient inoculés, alors que ce n'était pas du tout obligatoire dans les entreprises privées. Il y a quand même les gens ont dit je me fais inoculer ou je perds mon emploi. Travail. Et les gens étaient vraiment. Puis la pression sociale aussi était très forte. On ne peut pas nier on est des êtres sociaux, puis la pression sociale compte pour beaucoup. Puis vous parlez aussi des gens, des vies qui vont être sauvées, qui est une bonne nouvelle, mais je vais aussi parler des effets secondaires parce que il y en a beaucoup. On a parlé des cycles qui ont été perdus. Maintenant, bon, tout le monde le sait, là, c'est quelque chose qui est un fait. Les femmes ont eu vraiment des cycles menstruels déréglés. Je veux parler d'une femme qui m'a contactée. Elle s'appelle Carole Avoine. Elle a eu la paralysie de Bell stade 3 après avoir eu l'injection. Elle s'est battue pendant 1 an pour réussir à faire reconnaître que c'était l'injection qui avait créé ça. Il n'y a personne qui voulait reconnaître. Elle a finalement réussi à le faire reconnaître, puis maintenant, elle n'arrive plus à avoir de soins depuis qu'on a admis qu'elle était une victime du vaccin à ARN messager. Donc, elle est seule avec une situation qui se détériore à vue d'œil. Elle m'en a parlé cette semaine. Elle est complètement découragée, laissée à elle-même. Donc, je pense qu'il faut aussi, ce que vous faites, c'est important pour que on doit entendre ces victimes-là, puis on doit leur donner les soins qu'elles méritent. On ne peut plus faire la sourde oreille. Il y a vraiment des victimes encore vivantes qu'on peut sauver ou qui vont être... bon, on s'entend, la paralysie de Bell, ça reviendra probablement jamais, mais on peut les accompagner là-dedans. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui. Il y a des moments, je me dis, il me semble, j'ai beaucoup parlé du COVID, puis j'aimerais ça tourner la page, mais je ne tournerai jamais la page tant que je n'aurai pas eu le sentiment que les gens ont compris vraiment ce qu'on a vécu. On ne peut pas tourner la page. Vous savez, le professeur Jean-François Delfrécy, donc, qui était président du conseil scientifique, il me l'avait déjà dit au téléphone l'année dernière, parce que ce qui m'avait choqué, c'est que moi, je le connaissais bien parce qu'on était un peu amis, on avait travaillé ensemble pendant des années. Je l'avais appelé 2 fois en disant, écoute Jean-François, on n'est pas d'accord, mais
j'aimerais qu'on fasse un débat public ensemble, contradictoire, mais Ouais. tous mes opposants toujours refusaient les débats contradictoires parce qu'ils n'avaient aucun argument scientifique pour s'opposer à moi. Ouais. Ils avaient juste ces soi-disant vérificateurs qu'on appelle les Les fact-checkers fact-checkers, ouais. qui sont payés des sommes énormes pour, pour décrédibiliser des personnalités comme moi d'ailleurs. Ouais. Il y en a un qui a avoué que je faisais partie de la liste des 4 en France qu'il fallait tuer en priorité. Donc, voilà, moi j'ai proposé un débat contradictoire. Les gens l'ont refusé. C'est pas normal qu'en démocratie aujourd'hui, on puisse pas avoir un débat contradictoire. Ouais. Comme moi, en cursus, j'ai quand même conseillé des gouvernements français pendant 15 ans sur la gestion des épidémies. Ouais. J'étais président en France et même à l'OMS ou vice-président à l'OMS pour l'Europe de groupes d'experts sur les vaccins. Donc je connais bien le. Vous avez l'expertise pour le faire. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont ennuyés avec moi. Parce qu'en fait, je connais tous. Beaucoup étaient mes amis avant. Maintenant, j'ai pris un peu de recul. Ouais. Euh, ils ne peuvent pas attaquer mon CV. Non. Et c'est ça qui les ennuie. Et d'ailleurs, j'ai jamais été attaqué de façon très virulente, ni par les infectiologues, parce qu'il dit oui, Perron, il était très bien avant, il a un peu perdu la raison, mais jamais il m'oppose un seul argument scientifique. C'est ça qui m'exaspère, c'est que moi, je leur mets des tonnes d'arguments scientifiques devant eux. Et eux disent non, non, mais Perron, il dit n'importe quoi. En fait, on attaque toujours la personne, c'est que ça revient contre vous, mais c'est un peu attaquer du vent parce que c'est pas vous en ce moment, c'est ce que vous dites qui est important. Là. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très serein. Je continue. D'ailleurs, le Conseil de l'ordre, la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre l'année dernière m'avait donné totalement raison. Ouais. Ils avaient dit que, vu mon CV, à la fois mon expérience nationale et internationale, j'étais une des rares personnes en France à être capable de juger de la situation. En fait, je vais les citer. J'ai la citation pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ils ont rendu le verdict en disant « Au regard de sa qualité d'infectiologue internationalement reconnu, la Chambre disciplinaire considère que professeur Perron avait l'obligation de s'exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence. » Voilà, c'était très fort. Alors, je vous rassure tout de suite, je rassure mes opposants, le Conseil national de l'ordre, parce que là, c'était la Chambre régionale de l'Île-de-France, de la région parisienne, mais le Conseil national de l'ordre des médecins, qui avait porté plainte contre moi, était très en colère après ce verdict, donc a fait appel. Ah. Donc, la procédure est en cours. J'ai reçu le mémoire de l'avocat du Conseil de l'ordre, donc il reprend les mêmes arguments. Donc, c'est pas réglé encore. Non, avec mon avocat, on doit renvoyer une réponse à ce mémoire bientôt. Okay. Bon, peut-être qu'ils me convoqueront un jour, mais honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, parce que moi, je suis clair dans ma tête. D'ailleurs, je l'avais dit à la chambre disciplinaire, moi, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je recommencerai. Ouais. Je suis fidèle à mon serment d'Hippocrate. Une chance qu'on vous a eu, professeur Perron, je sais que vous vous faites dire sans arrêt, mais dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit tantôt, mais qu'est-ce qu'on aurait fait si vous n'aviez pas été là? Puis je partage un peu, bon, vous n'êtes pas seul, il y a eu, professeur Raoult, il y a eu Alexandra Henrion-Côte que j'ai reçu, docteur Louis Fouché. En France, vous avez été quand même nombreux, mais quand même pas des milliers, là. Vous avez été une poignée, puis une chance qu'on vous a eu parce que pour vrai, vous avez gardé le cap pendant un moment où on sentait qu'on faisait la bonne chose, mais on n'avait pas les mots, ni l'expérience, ni l'expertise pour l'exprimer. Donc, que des gens comme vous aient pris position, ça vaut de l'or. Puis en tout cas, je vous remercie vraiment de l'avoir fait, puis de continuer le combat. Merci. Ben c'est gentil, ça. Et ce que vous me dites me touche, et puis il y a tellement de gens qui me le disent tous les jours dans la rue, parce que moi, je n'ai pas fait ça pour… Une célébrité. Il se trouve que maintenant, à Paris, partout, même dans toutes les régions de France, on me reconnaît dans la rue. On m'avait reconnu même à Montréal l'année dernière, même en Suisse, en Belgique, même au fin fond d'une petite ville à Gand ou à Namur, on m'a reconnu, à Genève. Donc, et le message est toujours le même. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir éclairés. Vous avez été notre phare dans la tempête. Ouais. Vous nous avez ouvert les yeux. Et c'est toujours le même discours très chaleureux de remerciement. Et parce qu'il fait le plus chaud au cœur, c'est toutes les classes sociales confondues. Je vois à Paris, ça peut être des gens très BCBG, des beaux quartiers.
des hommes très chics, bien habillés, qui visiblement ont des postes importants. Ça peut être des petits gars. Alors, ça peut être toutes les races, toutes les religions, parce que moi j'ai vu des femmes voilées avec leurs poussettes me féliciter, des petits gars de la banlieue avec leurs casquettes à l'envers et leurs trottinettes là. Ouais. Bravo, docteur, il faut continuer, on est tous avec vous. Non, ça me fait plaisir parce que je vois que toutes les classes sociales me soutiennent. Ouais. Tous les jours que j'ai des témoignages, quand je prends le train, quand je vais à droite, à gauche en France. Ça vous rappelle, en fait, pourquoi vous faites ça, j'imagine. Ça me fait plaisir parce que je n'ai pas fait ça pour ça. Non. Mais je me dis, finalement, ce que j'ai fait, ben, je suis fier de l'avoir fait. Ouais. Et il faut continuer à sauver toutes ces personnes qui ont été manipulées, continuer à ouvrir les yeux de ceux qui, malheureusement, ne sont pas encore éveillés. Parce que moi, je vois même chez les jeunes, ils ont peur de voir la réalité parce qu'un jeune, il se dit, leur dire, bah, tu sais, le gouvernement, il est contre toi, il te manipule, il veut faire de toi un esclave dans quelques années. Ils ne peuvent pas accepter ce discours, c'est trop violent. Ben, en fait, la majorité ne peut pas accepter. C'est vrai que c'est violent, puis ça fait mal, donc on va dans le déni. Et beaucoup de gens disent, mais comment un ministre de la Santé peut vouloir le mal de sa population? Et je le reconnais, normalement, ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire, mais c'est la réalité aujourd'hui. Vous pensez vraiment qu'ils veulent le mal? Ben, pourquoi ils font le contraire? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas la réflexion tant que ça. Je pense qu'ils font juste exécuter des ordres, on leur a dit. Qui obéissent sans réfléchir, mais quand même, on voit que toutes les actions qu'ils ont prises en toute connaissance de cause, c'était contre la population. Quand Delfrécy, donc le président du conseil scientifique en France, a balancé récemment dans tous les médias, peut-être pour se protéger, parce que maintenant il commence à avoir peur et il veut renvoyer la responsabilité aux politiques. Et ben, quand le ministre Olivier Véran lançait la vaccination devant les caméras en disant que ça allait sauver toute la France et que c'était efficace sur la transmission. Il savait déjà depuis longtemps que ça n'avait aucun effet sur la transmission, que ça n'avait même pas été testé par le laboratoire fabricant. Donc, moi, je pense qu'on va assister à un match entre toutes ces personnes. Je vais envoyer la responsabilité. Et je me dis, finalement, c'est une bonne chose parce que de tout ça, la vérité va forcément éclater. Moi, même si on en a bavé depuis plus de 3 ans, je reste résolument optimiste parce que je pense que cette crise m'a ouvert les yeux. Moi, jusqu'à 4 ans, je pensais en France, je pensais la même chose du Canada, qu'on vivait en démocratie, que c'était super. Et j'ai réalisé qu'en fait, on n'était pas du tout en démocratie, qu'on était manipulé. Il y avait un plan des milliardaires du nouvel ordre mondial depuis des décennies, ce qui a été dit par Klaus Schwab dans ses livres et par Attali en France et par d'autres, qu'ils avaient déjà planifié de nous manipuler et que cette pandémie qui était planifiée, parce que Bill Gates avait fait Event Tour. Quelques mois avant une pratique avec les mêmes choses. Là. Quelques semaines avant le début, même que la une du journal The Economist en janvier 2019, il y avait tous les symboles de la pandémie, même avec le pangolin, avec tout. Donc, ils avaient déjà tout prévu. Et quand tout ça m'a éclaté à la figure, j'ai dit non, maintenant, on ne pourra plus manipuler, c'est fini. Non, c'est ça. Une fois qu'on est réveillé, ça devient difficile de se remettre en mode dodo. Puis c'est là que ça devient un peu, il y a comme un contraste. Puis des fois, les gens tombent dans la colère envers les autres. Je pense que ça ne sert à rien d'aller là. J'imagine quelqu'un qui a reçu 6 doses. Ça doit être assez difficile de lire, exemple, le livre de Dr. Alexandra Henrion-Caude. On doit avoir une petite panique qui embarque à se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'imagine que c'est juste plus facile de continuer à pas trop y réfléchir, pas trop y penser. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je ne jette pas du tout la pierre aux gens qui ont été manipulés, qui ont accepté les manipulations. C'est très dur pour eux, parce qu'il y a ceux qui continuent à ne pas voir, qui réclament toujours une nouvelle injection. Il y a ceux qui commencent à réaliser qu'ils se sont fait avoir, qu'on les a manipulés. Et là, c'est extrême. Il y a une minorité qui suffisamment éclairée, qui prend du recul pour dire, bah oui, je me suis fait avoir, maintenant, ça y est, je rentre dans le camp de la résistance pour me battre. Et beaucoup, malheureusement, sont encore dans l'état de choc et n'osent pas reconnaître c'est difficile de reconnaître qu'on s'est fait manipuler. Exact. Et c'est encore plus difficile pour les médecins.
Moi, je connais beaucoup de médecins qui témoignent, qui m'envoient des messages anonymes ou discrets, pas, Ah oui? pas disons, même ils sont pas anonymes. Est-ce qu'ils sont prêts à parler publiquement ou ils restent dans l'anonymat? La plupart, ils veulent pas, ils ont très peur. Mhm. J'ai de plus en plus de témoignages de médecins qui me disent bravo, vous avez eu raison, heureusement que Donc, vous ils êtes reconnaissent eux-mêmes que ça a été trop loin. après. Quand eux, on les a manipulés, qu'ils ont inoculé des centaines de leurs patients, ils sont très mal à l'aise. Oui. Et s'ils reconnaissent comme ça publiquement qu'ils se sont fait avoir, ou ils ont peur en fait que les patients portent plainte contre eux. Parce qu'eux ont une Ouais. protection juridique. Les laboratoires pharmaceutiques ont vendu ces cochonneries qu'ils ont appelées vaccins, ont obtenu des États, que ce soit la France, le Canada, tous les États dans le monde, d'avoir une exemption de responsabilité, qui est le plus grand scandale de l'histoire que j'ai jamais vu. Ouais. On vend un produit, on assume les effets secondaires éventuels. Ça a toujours été le cas dans le médicament. Mais Mhm. là, comme par hasard, ils ont signé des clauses que même s'ils tuaient les gens, ils n'étaient pas responsables. Donc c'est quand même hallucinant de voir ça. Tout à fait. Bon, les médecins, le médecin généraliste en France ou à Québec qui a inoculé son patient, qui, sous la pression des autorités, a dit non, c'est très important de vous faire inoculer. Il commence à avoir peur parce que dans les clauses d'exemption, on n'a pas prévu le statut du médecin généraliste qui a inoculé. Et or, Uh-huh. parce que moi j'ai des patients en France qui ont écrit à leur médecin ou de la famille qui a dit, pouvez-vous me montrer la copie du consentement éclairé que vous avez fait signer à ma maman Il n'y qui en est a morte? pas. Parce que normalement, dans la convention d'Oviedo, dans toutes les conventions internationales, le soi-disant vaccin ARN messager est un produit expérimental. Ouais. Même s'il a eu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, produit expérimental veut dire consentement éclairé obligatoire, c'est international. Toute Mhm. personne qui va contre ça, c'est crime contre l'humanité, il n'y a pas à déroger. Donc tout médecin en France ou au Québec ou partout qui a inoculé un vaccin, ou soi-disant vaccin, c'est pas un vaccin, Ouais. aurait demandé à son patient, voilà, je vous demande de signer un consentement éclairé, qu'on n'a aucune donnée de recul sur l'efficacité, sur la tolérance, sur les effets Mais il n'y a secondaires. jamais personne qui a signé ces papiers-là. Très rare, c'est arrivé de façon exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Maintenant, quand les familles commencent à se retourner contre les médecins en disant, selon la loi, et la loi, c'est la loi, on ne peut pas déroger, montrez-moi le papier où vous avez fait signer ma mère qui est morte après l'inoculation. Donc là, on pourrait poursuivre individuellement les médecins. C'est pour ça que tous les médecins, ils sont très mal à l'aise. Ah oui, bien sûr. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort. Ça Donc, pourrait faire vraiment un Nuremberg 2.0. ben, je pense. Alors, malheureusement, bon, il y a eu l'affaire Fulmich là, qui est un peu tombé à l'eau. Il est très attaqué. Il a été arrêté en Allemagne Pour actuellement. vrai? Ah, c'est ça, j'ai pas su qu'est-ce qui arrivait avec Fulmich. Ben, il a été arrêté parce qu'il s'était réfugié au Mexique. Et puis, Il a été arrêté? Pourquoi? son passeport était plus à jour, donc il est allé au consulat d'Allemagne au Mexique pour avoir un nouveau passeport. Et là, Ils l'ont arrêté. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont mis dans un avion pour l'Allemagne. Il est en prison actuellement. Ben non, je savais pas. Donc, je ne sais pas tout ce qu'il y a. On l'avait accusé d'avoir détourné de l'argent, c'est l'accusation officielle. Moi, quand je l'avais eu au téléphone il y a plusieurs mois, il m'avait dit qu'une de ses associées l'avait accusé de façon totalement injuste parce qu'elle était manipulée. Je ne sais pas là-dedans qui a raison, qui a tort. C'est sûr qu'il dérange. C'était normal qu'il se fasse attaquer. Là. Système. Il avait quand même des succès contre Volkswagen contre la banque. Donc là, pour l'instant, la poursuite de Fulmich, c'est sur la glace. Là. Pour l'instant, il est en prison en Allemagne. Après, je ne peux sais pas vraiment aller plaider nulle part. Ah, j'étais pas au courant. Bon, ben voilà qui est une... Mais en tout cas, c'est quand même pour ceux qui ont des effets secondaires, j'imagine que la loi est la même ici. Les gens pourraient quand même aller poursuivre leur médecin. Oui. Ah ben, il y en a qui ont commencé à le faire en France. Hein. Wow. En France, et en France et au Luxembourg, ce qui était intéressant ces dernières semaines, c'est que le docteur Benoît Ox, alors il est français d'origine, mais il travaille au Luxembourg, il a été attaqué par le Conseil de l'ordre des médecins du Luxembourg. Et récemment,
En fait, le Conseil de l'ordre lui a donné totalement raison. Et puis, la justice a porté plainte contre le président de la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins pour je sais pas, des abus de décision, je sais pas les détails exacts. Enfin, ça s'est retourné contre le Conseil de l'ordre. Et récemment, le docteur Agré en France aussi, qui était attaqué par lui, il est dans l'Hérault, dans le sud de la France. Il était attaqué par la chambre départementale. Et là, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui finalement l'a rétabli dans son droit d'exercice. Donc, on s'aperçoit en ce moment qu'il y a des choses bizarres au sein parce qu'il y a plusieurs conseils de l'ordre, il y a plusieurs niveaux, le niveau départemental, régional, national. Ils ont l'air d'être très mal à l'aise en ce moment. Il y a des mouvements qui sont un petit peu imprévisibles. Oui. En tout cas, espérons que ça va continuer de se déployer. Parce que moi, je pense que, bon, même si l'institution a été créée par le régime de Vichy en France pendant l'occupation allemande, au sein du Conseil de l'ordre, il y a des médecins très bien. Moi, j'ai des tas d'amis qui ont été au Conseil de l'ordre, ils sont rentrés là-dedans pour essayer d'aider leurs collègues, faire des choses bien. Mais on s'aperçoit qu'il y a probablement une toute petite minorité au sein du Conseil de l'ordre au niveau national qui était directement sous la tutelle de Macron et de ses sbires pour casser les médecins qui avaient sauvé des milliers de vies en France. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les médecins qui se sont mouillés, qui ont pris des risques pour sauver des gens, qui sont attaqués. Et les médecins sur les plateaux de télévision qui ont dit des âneries absolument non prouvées, on ne les a jamais inquiétés. Et ça, c'est pas normal. Non, c'est ça. Mais en fait, même les compagnies pharmaceutiques qui ont fait les vaccins on ne pourra jamais revenir contre eux. Elles sont blanchies. Donc, il y a beaucoup de choses qui font sourciller puis qui laissent présager qu'il y a un complot. Mais maintenant, vous n'avez pas peur de le dire. Vous parlez vraiment bien que c'est orchestré depuis le début. Moi, j'ai toujours été frileuse par rapport à ça. Oui, non, mais c'est des faits, c'est un peu partout. Il suffit de lire le livre de Klaus Schwab, de lire ce que disait Attali il y a 20 ans, qu'il fallait réduire la population. Même Christine de Viejoncourt, même si elle était très attaquée, on lui a fait porter la responsabilité de l'histoire. C'est la France qui avait vendu des bateaux de guerre à Taïwan. C'est une vieille histoire. Elle était officiellement la maîtresse du ministre des Affaires étrangères, je ne dévoile aucun secret. On l'a traînée dans la boue, on l'a attaquée, elle a porté un gilet pare-balles pendant plus d'1 an pour se protéger. Wow. Mais elle a raconté récemment dans les médias que quand elle était à l'époque avec son compagnon ministre à des dîners avec Attali et d'autres ministres du temps de Mitterrand, que Attali disait qu'il fallait réduire la population mondiale. Donc, c'est Christine de Viejoncourt qui l'a dit publiquement, c'est pas moi. Et Attali, d'ailleurs, quand on lit ses livres, etc., ça va dans le même sens. Et donc, tout ça, ils l'ont annoncé, c'est pas quelque chose comme ça qu'on découvre. Moi aussi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce qu'avant, j'étais un peu dans l'ignorance et je croyais pas trop à tout ça. Mais maintenant, je vois bien le plan. Donc, il y a réellement un complot. Donc, je suis très fier d'être complotiste parce qu'on a dénoncé depuis le début un complot. Qui est grave, en fait, qui mérite d'être dénoncé, non? Oui, tout à fait. Oui, ben merci encore une fois, professeur Perron, pour votre temps. Puis ben, j'espère vous reparler prochainement avec d'autres nouvelles positives parce que vous brassez bien la cage, ça fait du bien au moins parce qu'on a l'impression qu'il y a des combats qui sont gagnés. Espérons que les gens au Québec vont écouter en grand nombre notre discussion puis que ça en réveillera quelques-uns. Merci beaucoup, Héloïse, et bonjour à tous les Québécois que j'aime beaucoup. Merci. Vous êtes très aimé au Québec aussi. Bonne journée. Donc, c'est réciproque. Merci, M. Perron. Bye-bye. Merci.